Alors que le Proche-Orient explose, la guerre en Ukraine se poursuit. Le président Volodymyr Zelensky, présent pour la première fois au siège de l'OTAN à Bruxelles ce mercredi, a eu à cœur de se faire entendre pour éviter ce qu'il voit se profiler. Un désintérêt pour l'Ukraine au profit d'Israël. En effet, lors de son entretien accordé à la télévision publique française, Volodymyr Zelensky a clairement exprimé ses craintes de se voir ravir la vedette. Et pour cause, les États-Unis, déjà en phase de désengagement depuis le blocage du budget et de l'aide financière à Kiev au Congrès, ont déjà envoyé leur plus gros porte-avions en Méditerranée pour appuyer Tel Aviv. L'USS Gerald Ford, inauguré en 2022, est le plus gros porte-avions du monde. De 332 mètres de long, il peut embarquer 74 aéronefs, une sorte de rampe de lancement à disposer à portée de la bande de Gaza. Un appui aussi important que symbolique, qui vient s'ajouter à une aide financière régulière versée chaque année à Israël depuis 2016 et Barack Obama. Dans ce cadre, Volodymyr Zelensky a compris la nécessité de jouer sur les confusions internationales. Dans son entretien, le président ukrainien a ainsi déclaré, sans donner de précision sur ces informations, que la Russie avait, je cite, « apporté son soutien d'une manière ou d'une autre aux opérations menées par le Hamas » en Israël. Zelensky a d'ailleurs clairement comparé l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022 à l'incursion des terroristes du Hamas samedi dernier en Israël. Pour asseoir la démonstration assez peu rigoureuse, l'Iran a été mis au centre. En effet, si d'aucuns considèrent que la fin du rapprochement en cours entre Israël et l'Arabie Saoudite était l'objectif poursuivi par Téhéran, justifiant son implication dans l'attaque du Hamas, que la nation perse n'a toutefois pas reconnue, Zelensky a également rappelé que la Russie utilisait certaines armes iraniennes, à l'image des drones Shahed 136, peu coûteux mais très efficaces. Volodymyr Zelensky a également déclaré que la Russie cherchait, je cite, « à semer l'instabilité de par le monde », ajoutant, pour plaire à l'Occident, qu'elle était à l'œuvre en Afrique avec son groupe paramilitaire Wagner. Mais tout porte à croire que cet argumentaire de Zelensky, aussi ingénieux soit-il, arrive un peu trop tard. En effet, si le regard des États-Unis est déjà bien tourné vers Israël, d'autres soutiens à l'Ukraine se sont déjà mis en sourdine ou détournés complètement de Kiev récemment. La Pologne, très engagée contre la Russie, était parmi les membres de l'OTAN les plus virulents contre Moscou. Pourtant, la dernière réunion de l'ONU s'est soldée par une fracture totale entre les deux pays. Varsovie a suspendu son soutien militaire à l'Ukraine pour se consacrer uniquement au développement de sa propre armée. Le président Douda avait aussi qualifié l'Ukraine de noyé qui risquait d'entraîner avec elle ceux qui voulaient tenter de la sauver. Autre déconvenue récente pour Zelensky, la victoire aux élections slovaques du parti pro-russe de Robert Fico. Encore un soutien de moins. Reste encore aujourd'hui l'Union européenne, qui devrait toutefois également prendre la roue américaine pour venir aux côtés d'Israël, permettant ainsi à la France de s'enfoncer encore un peu plus loin de sa tradition gaullienne d'indépendance. Le regain de violence autour du conflit israélo-palestinien semble donc susciter les remous qui pourraient définitivement sceller le sort de l'Ukraine, qui, contrairement aux dires de Volodymyr Zelensky, aura bien du mal à résister seule aux futurs assauts de l'hiver face aux troupes russes. Les États-Unis et leurs satellites ont pris le cap dur vers la domination, l'hégémonie militaire, politique, économique, culturelle, même morale et des valeurs. Nous avons compris tout de suite que les tentatives de faire instaurer une monopolie étaient vouées à l'échec. Le monde est trop divers, trop diversifié pour qu'on pourrait le faire inclure dans un seul cadre. Bien que l'Occident ait cette puissance accumulée pendant des siècles de la politique coloniale. Et vos collègues, nombreux, qui sont absents ici aujourd'hui, mais ils nient pas que le bien-être de l'Occident a été pour la majeure partie atteint grâce à des colonies pendant des siècles. Ça, c'est le fait. En fait, un tel niveau de développement a été atteint en une forte partie grâce au pillage de la planète. L'histoire de l'Occident, en fait, c'est une chronologie de l'expansion sans fin. L'Occident, c'est une pyramide militaire et financière, une pyramide énorme, qui a toujours besoin de nouveaux combustibles pour se conforter. Elle a besoin des ressources naturelles, technologiques, humaines, des ressources des autres. C'est pourquoi l'Occident ne peut pas s'arrêter. Il n'a pas cette intention. Nos arguments, nos appels à l'esprit ont été ignorés. Je l'ai déjà dit au public,
Et je l'ai dit à nos partenaires, à nos alliés, et à une certaine époque, votre aimable serviteur a donné cette supposition. Peut-être on pourrait intégrer le temps, mais non. Le temps n'a pas besoin dans tel pays. Non. Et alors, on pourrait se poser la question, à quoi encore? On a pensé déjà qu'on était déjà les mêmes, qu'on était déjà entre les mêmes pays. On n'avait plus cette confrontation idéologique. Où était le problème? Mais le problème est peut-être dans les intérêts géopolitiques et à cette appréciation hautaine des autres, cet esprit d'être trop sûr de soi-même. Et cette pression géopolitique qui monte nécessite une réaction. J'ai déjà dit plusieurs fois que nous n'avons pas commencé cette soi-disant guerre en Ukraine. Au contraire, on fait tout pour la terminer. Ce n'était pas nous qui avons organisé un coup d'État à Kiev en 2014, un coup d'État anticonstitutionnel, ensanglanté, où que ça se passe. On entend toujours tous les médias qui sont contrôlés par le monde anglo-saxe. Il ne faut pas faire comme ça, c'est antidémocratique, les coups d'État sont condamnés. Et là, c'était toléré. On a même déclaré le montant des fonds qui ont été déboursés pour organiser ce coup d'État. À l'époque, on s'occupait de soutenir les habitants de la Crimée et de Sébastopol. On n'a pas organisé ni orchestré un coup d'État. Ce n'était pas nous qui avons terrorisé les habitants de la Crimée et de Sébastopol en mettant en danger des purges ethniques. Ce n'était pas nous qui avons menacé de chasser tout le monde qui parlait russe. Alors là, tout le monde est bien informé, tout le monde est intelligent. On peut bien faire déformer l'esprit à des gens qui reçoivent les informations des masses médias. Mais vous savez ce qui s'est passé. Pendant 9 ans, on a bombardé, on a tiré des chars. C'était une vraie guerre contre le peuple de Donbass. Et personne n'a compté les enfants tués au Donbass. Personne dans d'autres pays, surtout à l'Occident, n'a pas versé une seule larme pour les victimes. La guerre que le régime de Kiev a commencé avec le soutien de l'Occident, ça ne date pas d'hier, c'est une dizaine d'années. Et l'opération militaire spéciale vise à mettre fin à cette guerre. Et ça nous rappelle que les pas unilatéraux, qui soient à leur origine, inévitablement ont une réaction conforme. L'action fait naître les réactions. C'est comme ça que doit agir chaque État responsable, souverain, indépendant, qui a le respect pour soi-même. Chacun prend en considération que dans le système international, où chacun qui se croit être le seul juste et le seul dominateur, chacun peut devenir la cible de ce dominateur, de ce hégémon qui a perdu le sens de la mesure, le sens de la réalité. Malheureusement, il est force de constater que nos partenaires occidentaux ont perdu ce sens de la réalité. Toutes les limites possibles et imaginables ont été dépassées. Il ne fallait pas. La crise ukrainienne, ce n'est pas un conflit territorial. La Russie est la plus grande territoire, le plus grand pays en vue de son territoire. On n'a aucun intérêt du point de vue de s'emparer des territoires supplémentaires. On a encore affaire avec nos territoires en Sibérie orientale et l'Extrême-Orient. Ce n'est pas un conflit territorial. Il ne s'agit même pas de faire installer l'équilibre régional. La question est plus fondamentale. Il s'agit des principes qui seront à la base du nouveau ordre mondial. La paix durable ne sera installée que le moment où tout le monde se sentirait en sécurité. Lorsque tout le monde va comprendre que ses intérêts sont respectés, lorsque l'équilibre régnera dans le monde, où personne ne pourra pas forcer les autres à vivre et se conduire de manière dont le dominateur désire.
en niant toutes sortes même de notions de souveraineté qui est rejetée à la poubelle. Il est évident que le désir de protéger les approches des blocs et ce désir de se faire limiter par la confrontation nous et eux, c'est voué à l'échec. C'est un produit de la culture occidentale, au moins de ses émanations les plus agressives. Je répète encore une fois, l'Occident a toujours besoin d'un ennemi. Une certaine partie de l'Occident, des élites occidentales, ils ont besoin d'un ennemi et la lutte contre lequel pourrait expliquer certaines actions expansionnistes. Cet ennemi, on en a besoin pour garder le contrôle antérieur à l'interne de ce système, à l'interne de ces blocs, soit l'OTAN, soit autre bloc politique. Alors là, on a un ennemi et tout le monde doit se réunir autour du leader. C'est pas notre affaire comment les autres pays vivent. Mais néanmoins, nous voyons que dans plusieurs de ces pays, les élites à la gouvernance forcent la population à prendre les décisions que la majorité, et parfois la majorité écrasante, des citoyens ne veulent pas accepter. On les force à le faire en inventant continuellement des causes, en trouvant des causes externes à des problèmes internes, en citant et en multipliant les causes et les menaces. Du point de vue historique, on a déjà l'habitude de les voir, mais on essaie de former cet esprit d'ennemi pour tout le monde qui n'est pas prêt à suivre aveuglément ces élites occidentales. Et si vous permettez, nos collègues occidentaux, et avant tout nos collègues américains, ne se limitent pas à faire installer ces règles. Ils donnent des leçons à tout le monde. Comment faut-il respecter ces règles? Comment un tel et tel pays doit se comporter? Et on le fait d'une manière assez hautaine. Se fait toujours les effets de cet esprit colonial. On entend toujours « vous devez »,« vous êtes obligé », on vous prévient avec tout notre sérieux. Mais qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit de tenir les discours pareils? De lancer ces préventions? C'est étonnant. Peut-être ceux qui le disent, peut-être c'est le temps d'arrêter de se comporter ainsi, de quitter votre orgueil et votre morgue, votre arrogance. Peut-être c'est le temps de quitter cet esprit de l'époque de la dominance coloniale. On veut toujours leur dire, alors essuyez vos yeux, cette époque est terminée et elle ne reviendra jamais, jamais. Je vais même dire plus, pendant des centenaires, un tel comportement n'a fait que la même chose. Ça n'a fait que renaître les grandes guerres. Pour justifier ces guerres, on a inventé des justifications logiques, religieuses et pseudo-morales. Aujourd'hui, le danger est plus important parce que l'humanité dispose des moyens pour détruire la planète entière. Et cette manipulation des esprits de volume inattendu, c'est la perte de ce sentiment de réalité. Et ce cercle vicieux, il faut trouver la sortie de ce cercle vicieux.